Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la troisième étape du Tour de l'Algarve. Deuxième journée de course, on a véritablement un classement. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. Il y a eu une chute, des chutes même, qui ont coûté très cher, notamment un coureur français. On parlera également des coureurs top, des différents classements en fin de vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme, ou encore demain le biathlon, ou encore il y a tellement de contenu, le Tour de destination, ou encore le Tour d'Andalousie. Enfin voilà, ou les présentations d'équipes cyclistes qui restent également encore, qui n'ont pas encore été terminées. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également rajouter la petite cloche et je remercie les gens qui le font, qui cliquent rapidement sur les vidéos et qui cliquent et qui font des super thanks également. On commence tout de suite avec cette vidéo. Tour de l'Algarve, il y a eu des tentatives de bordure, ça n'a pas vraiment marché, mais le peloton était quand même un petit peu excité à certains moments de la course. Un final plutôt bien maîtrisé, surtout qu'on n'a pas eu de problème pour savoir où il fallait tourner. C'est vrai que notamment il y avait un rond-point dans les 5 derniers kilomètres, c'était bien mieux indiqué que lors de la première étape. Et la moto était un petit peu plus loin, la moto caméra. Du côté de ce final marqué par une chute, notamment une chute où il y a Yuri Letao, et puis on a eu une chute également avec Romain Bardet à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. Je ne sais même plus si c'était à 40 km de l'arrivée. C'était dans la dernière heure de course, la chute de Romain Bardet. Non, c'était pas 40 km de l'arrivée, c'était bien plus proche, c'était une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, non plutôt du côté de Romain Bardet. Chute assez violente et qui a provoqué l'abandon du coureur français. Pour l'instant, on n'a pas d'informations supplémentaires sur son bilan de santé. Je vais même vérifier ça tout de suite. Il est 20h46, je vais vous dire ça tout de suite. Est-ce qu'on en sait plus du côté de Romain Bardet du côté de l'état de santé? Pas d'informations pour le moment sur une clavicule, parce que ça sent quand même la clavicule pour lui, hein. Je pense, très clairement. On va parler par contre du Tour d'Andalousie, juste rapidement, pour vous rappeler que le Tour d'Andalousie, on fera le débrief lundi prochain, lundi ou mardi, du côté du Tour d'Andalousie. Pour le moment, une course très sympathique, beaucoup de spectacles. Beaucoup de suspense sur chacune des étapes, même si on a un peloton qui est réduit. Aujourd'hui, victoire d'un Norvégien, on ne dira pas son nom, mais vous allez savoir très vite qui c'est, si vous avez regardé l'étape. On fera donc le débrief dans la semaine. Par contre, il y a eu une situation très grave. J'en parle là, parce que allez, Espagne, Portugal, on n'est pas très loin, on va dire ça comme ça. On aurait pu avoir une grosse catastrophe encore aujourd'hui, avec un Dodane, encore une fois, dans les 500 derniers mètres. La différence, c'est que là, c'était légèrement en montée, donc je dirais que ça s'est un peu moins senti que pour Pascal Ackermann. Il était un peu moins prononcé, ce Dodane, et que tout le monde l'a bien repéré dans le final, mais c'est pas normal, encore une fois, qu'on ait un Dodane dans un final de course, donc ça serait bien que les organisateurs se le mettent dans la tête et que dans ce genre de cas, l'UCI mette des sanctions. C'est vrai que du côté du Tour de l'Algarve, pas d'enquête ouverte, rien. En gros, du côté des coureurs, rien du côté des directeurs sportifs, rien du côté des organisateurs. Ah, c'est sûr qu'avoir une étape annulée, ça aide quand même beaucoup de monde, j'ai l'impression, dans cette affaire. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, j'en ai mis que 2 aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de déceptions. Pas mal de coureurs sont parmi les bonnets d'âne pour plus ou moins certaines raisons. Mais par contre, peu de coureurs top aujourd'hui. Alors le premier, c'est Jordi Meeus. Bah, on pourrait presque dire c'est son deuxième sprint de gagné, parce que c'est vrai que le sprint de l'étape 1, de son côté de la route, il était devant. Jordi Meeus. Encore impressionnant, hein, Jordi, sur sa capacité. Enfin, il a sorti vraiment tout le monde un peu de sa roue. Il a été vraiment très doué. Il a attendu jusqu'au dernier moment pour sortir.
dans cette arrivée un petit peu en faux plat montant, et ensuite il a réussi vraiment à trouver la solution du côté de Jordi Meeus, mais il a été patient, il a utilisé toute son expérience pour garder son calme, pour pas s'enflammer, et ensuite dès qu'il commence à déclencher, il n'y a pas grand monde qui arrive à le suivre, Jordi Meeus. Nouveau bon résultat même pour le Belge depuis le début de saison, c'est plutôt pas mal ce qu'il arrive à faire. Il est plutôt sur une belle dynamique, le coureur de la Red Bull. Bora Hansgrohe, après sa deuxième place, c'était du côté de Bellegarde sur l'étoile de Bessèges. Et bien là, une victoire pour lui. C'est la 12e victoire dans sa carrière. Il n'avait pas gagné depuis quand même, Jordi Meeus. Sa dernière victoire, c'était le Tour de Wallonie l'an dernier, parce qu'il n'avait pas fait de grand tour. C'est vrai qu'il avait fait le Tour de Wallonie. On espère déjà cette année le voir sur un grand tour, parce que je pense que c'est un coureur qui peut obtenir des résultats et qui est meilleur qu'avant. Sur les sprints, meilleur encore que lorsqu'il avait remporté sa victoire en 2023. On le verra sur les classiques flandriennes, comment il se comportera. C'est vrai qu'avant c'était un coureur qui faisait ses classiques flandriennes, mais pas forcément avec de réels objectifs, et on verra comment ça se passera pour lui. Mais moi j'aimerais le voir sur un grand tour. Après, le problème, c'est qu'avec la Red Bull Bora Hansgrohe, on sait que ça va être compliqué. Il y a peu de place avec Roglic, avec Lipovic également. C'est vrai que l'équipe est quand même très dense au niveau des grimpeurs, et c'est un peu comme UAE. Ou même d'autres formations, je pense au Olaf Koy et à la Visma, qui n'a pas forcément beaucoup d'opportunités dans l'année. C'est un peu le souci d'un coureur comme Jordi Meeus. Et puis en plus, c'est un coureur auquel on ne fait pas assez confiance. Je trouve du côté de la Red Bull, c'est un coureur qui a rarement les clés du camion, alors que, encore une fois, c'est un coureur qui est très performant. De toute manière, un vainqueur de Paris-Bourges ne peut jamais être mauvais. Blague du jour. Mais non, c'est un coureur qui est très fort, on l'avait vu notamment, et très fort, et il sait se cacher. Quand il gagne au Tour de France, il sait rester dans les roues. Quand il gagne là aujourd'hui, il a réussi à être intelligent et à sortir au dernier moment. Donc oui, je pense que c'est pas forcément le sprinter qui passe mieux les bosses. C'est pas forcément le sprinter peut-être le plus performant aujourd'hui. Ça reste quand même un bon coureur. C'est pour ça que j'aimerais le voir sur un grand tour. Contrat jusqu'en 2026 pour Jordi Meeus. Toujours aussi grand gabarit. C'est vrai qu'on parlait de Milan. Lui aussi, c'est un beau bébé, 1m90, 80 kg du côté de Jordi Meeus. Et oui, de la puissance, c'est vrai que c'est quand même un coureur qui est très puissant, on l'a vu aujourd'hui, il attend vraiment le bon moment. Et après, derrière, aucun problème pour lui pour conclure ce sprint. Sprint au final assez court, je suis même pas sûr qu'il y ait eu plus de 10 secondes de sprint, mais parce qu'il a su bien utiliser les roues de ses adversaires. Deuxième coureur top, et on va parler d'un coureur qui est dans une équipe portugaise et qui finit donc 8e de l'étape. Alors c'est dommage, il ne récupère pas de points UCI, c'est Santiago Mesa, ou Mesa, je pense que c'est plutôt Mesa, coureur colombien, qui est donc à la FAPEL depuis l'an dernier, qui avait été stagiaire du côté de la Burgos. Eh bien, il a été performant aujourd'hui. Alors, c'est déjà un coureur qui a gagné, sauf que c'était sur une épreuve nationale portugaise. C'était le 9 février dernier. 8e aujourd'hui de cette étape. En 2024, c'est un coureur qui avait été performant au Tour d'Alerantero, où il avait fini 3e. C'était en 2023 même. 8e d'une étape du Tour de Castille et Léon en 2022. Vainqueur l'an dernier d'une étape du Grande Premio Abimota. C'est une course nationale portugaise. Il avait même remporté une autre étape sur le Grand Premio Ojogo, là aussi. Et puis sur le Tour d'Alerantero, il avait pris une 14e place. Un coureur qui avait très peu couru l'an dernier, seulement 33 jours de course. Et il avait couru un peu plus en 2023 avec 52 jours, notamment une 3e place sur ce Tour d'Alerantero qui sera à la fin du mois de mars, toujours au Portugal. Voilà, coureur qui a surtout été performant sur des courses portugaises, quelques courses espagnoles, mais surtout sur le calendrier portugais. Et là aujourd'hui, il a bien réussi à s'en sortir.
Et ça doit faire du bien à la FAPL parce que c'est quand même une équipe qui a un peu régressé dans la hiérarchie mondiale. Les affaires de dopage n'ont quand même pas aidé cette équipe qui à une époque était vraiment le fer de lance du cyclisme portugais. Cette équipe a un peu disparu au niveau mondial. Donc ça fait du bien de revoir la FAPL à un meilleur niveau. L'an dernier, ils avaient remporté une victoire grâce à Abner Gonzalez qui avait apporté la majorité des résultats. On verra ce que ça donnera cette année du côté de cette équipe qui existe depuis 2022. Mais oui, parce que c'est plus la même structure que la véritable FAPL. Parce qu'il y a eu une autre FAPL, une autre équipe qui était sponsorisée par la FAPL. Qui elle existait si je tape FAPL même, je sais pas si je vais l'avoir sur parce qu'il y a eu deux équipes FAPL pour moi. C'était pas la FAPL? Oui, la FAPL Glass Drive, voilà, la FAPL de 2012, hop, la FAPL qui est en fait maintenant l'équipe Glass Drive, et oui, mais qui s'appelait FAPL pendant très longtemps, qui était la FAPL jusqu'en 2021, c'était cette équipe-là dont je parlais, qui avait eu des grands résultats, et maintenant c'est l'équipe Anicolor Tienne 21, voilà, qui a en son sein Alexis Guérin, qui est notamment également sur ce Tour de l'Algarve, du côté de cette formation, et donc la FAPL n'est plus la FAPL de cette époque-là. Moi j'avais le souvenir de la FAPL, la grande FAPL, avec pas mal de coureurs, notamment à l'époque où il y avait Glass Drive, où il y avait ces deux sponsors. C'était vraiment une équipe solide de deuxième division, de troisième division, pardon, de Continental, qui arrivait à avoir beaucoup de résultats sur le Tour du Portugal. Notamment Victor Delaparté a fait partie de cette équipe. Lui qui est désormais à la Euskaltel, Victor Delaparté, il a fait partie de la FAPL. Dans sa carrière avant d'aller même chez Vorarlberg, voilà, du côté de Victor Delaparté et donc Santiago Mesa, très belle course aujourd'hui, dommage, voilà, il n'y a pas de points UCI, mais pour une équipe continentale portugaise, c'est vraiment pas mal ce qu'il a fait aujourd'hui. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne et ça va être un petit peu plus long. Du côté des bonnets d'âne, alors oui, je vais le mettre du côté des bonnets d'âne parce que c'est pas une bonne journée aujourd'hui, hein, on l'a bien compris. Avec la chute et l'abandon de Romain Bardet, j'ai peur que ça soit une clavicule. Parce que je sais pas si vous avez vu quand il est reparti du côté de la voiture, il regardait vraiment du côté de l'épaule et du côté de l'avant. J'ai peur vraiment que ça soit une clavicule. Du côté de Romain Bardet, c'est forcément pas une bonne nouvelle parce qu'il était déjà en grande condition physique en ce moment et qu'on sait qu'il part pour une demi-saison. Donc forcément, si tu rates 6 semaines d'une saison qui ne va en faire que 20, à peine 20, tu perds quasiment un tiers de l'année avec une clavicule. Et forcément, c'est pas l'idéal pour lui pour une dernière année. Mais c'est vrai, comme certains le soulignaient, lui et Thibaut Pinot auront eu également des carrières marquées par les chutes et des chutes qui auront eu des conséquences à des moments importants. Et c'est vrai que du côté de Romain Bardet, il y a eu des chutes qui ont coûté cher dans sa carrière, dans des phases de préparation, dans des phases importantes. Thibaut Pinot peut-être encore plus, mais c'est vrai que cette chute-là, elle est assez marquante, surtout que, alors on n'a pas eu d'image de la chute à proprement parler, mais il n'y avait pas l'air d'avoir de gros mouvements de peloton à ce moment-là, il y avait un peu de tension avec le vent, donc c'est peut-être dû à ça, mais c'est vrai que c'est toujours dommageable, et j'espère que c'est pas plus grave qu'une clavicule, parce qu'il a quand même tapé aussi sévèrement au niveau de la tête. On sait qu'il avait déjà eu un traumatisme crânien, mais c'est vrai que dans sa carrière, beaucoup de chutes, il y a des chutes et des abandons aussi qui auront coûté très cher à des moments importants ou à des moments où il pouvait peut-être aller chercher des grands résultats, même si sa carrière est belle, qu'il y a eu il a été maillot jaune sur le Tour de France, qu'il a fait top 10
Également sur le Tour d'Italie, il a fait deuxième de Liège-Bastogne-Liège, mais c'est vrai qu'à des moments on se dit, ah, s'il n'y avait pas eu ces chutes, s'il n'y avait pas eu ces moments difficiles, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une victoire sur un grand tour du côté de Romain Bardet? Ouais, ça c'est quand même là également la grande interrogation. S'il avait pu faire le Tour d'Italie également bien avant, quand il était encore au sommet, on aurait peut-être pu avoir des duels Thibaut Pinot, Romain Bardet, mais le problème c'est que chez Decathlon à G2R, on n'était pas vraiment chaud pour l'envoyer sur le Tour d'Italie. Ça aurait peut-être également changé la donne du côté de sa carrière. Allez, on continue du côté des coureurs qui ont été en difficulté aujourd'hui. Eh bien, on va passer à Alberto Dainese, disqualifié. Alberto Dainese, enfin reclassé en dernière position du peloton, un mouvement encore une fois extrêmement dangereux dans le peloton du côté de Dainese, et c'est vrai que c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de choses, le sprinter italien. Là bon, il embarque complètement Rui Oliveira, et heureusement Rui Oliveira a été très bon, a réussi à bien récupérer son vélo, parce que sinon ça aurait pu être vraiment une catastrophe du côté du coureur portugais. Mais là on n'est vraiment pas passé loin de la catastrophe du côté de Rui Oliveira, qui se retrouve mal positionné, tout simplement à cause de Dainese, et Dainese qui fait un mouvement vraiment extrêmement dangereux, et je me demande même jusqu'à quel point c'était pas fait exprès, parce qu'il voyait Rui Oliveira remonter à côté de lui et qui s'est dit, en faisant une petite vague, eh bien je pourrais boucher la route à tout le monde. Sauf que c'était pas très intelligent de la part de Dainese, parce que déjà, vu comment s'est mis en colère Rui Oliveira à l'arrivée, on le sait que maintenant, dès qu'un coureur se met en colère, les images sont revisionnées et il y a quand même de grandes chances de se faire disqualifier. Et puis aussi, depuis le début de saison, on sait qu'on est beaucoup plus sévère sur les actions du côté des sprints, du côté des commissaires de l'UCI, même si parfois il n'y a pas vraiment de déclassement. On l'a vu notamment sur le Halou-la-Tour. Mais là, on ne pouvait pas faire autrement du côté de Dainese, à partir du moment où tu mets des déclassements sur le Tour de Nander, notamment avant de Popel, il fallait faire la même chose là. Donc la décision a été la bonne avec ce déclassement, et certainement un carton jaune en plus. Pour l'instant, j'ai pas d'information. Le déclassement est apparu il n'est apparu il y a qu'une quinzaine de minutes. Je pense que vraiment, c'est les décisions importantes que doivent prendre les commissaires pour éviter d'avoir des attaques kamikazes dans les sprints. J'aimerais que ça soit également plus le cas, notamment du côté des poissons pilotes qui parfois ne s'écartent pas correctement et gênent des adversaires. Pour l'instant, on n'a jamais eu encore ce genre d'amende dans ce genre de situation. Mais là, ce qu'a fait Dainese, c'est pas normal, surtout vu les dangers et vu le nombre de catastrophes qu'on a évitées depuis le début d'année. Je crois que ça ne sert à rien avec son comportement d'en rajouter. Donc voilà, du côté d'Alberto Dainese, on aurait pu faire autrement sur ce sprint. Et moi, je me dis jusqu'à quel point c'était pas même anti-sportif de sa part. Mais j'espère me tromper, que c'était juste une erreur, un manque de maîtrise de son vélo, et pas une erreur, et pas une envie de provoquer peut-être une chute d'un coureur, ou d'éviter qu'un coureur le remonte. Et Rui Oliveira, très en colère à l'arrivée, mais on peut le comprendre. Encore une fois, une zone d'arrivée, alors j'en ai parlé déjà sur le UAE Tour, je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de monde sur la zone d'arrivée, autour de Tim Merlier. À côté, le tour de l'Algarve, c'est une manifestation quand il y a un moment à l'arrivée. Il n'y a pas un espace pour les coureurs. C'est-à-dire que les coureurs peuvent même pas circuler, il y a un attroupement de monde. Et c'est pas que des journalistes qui sont là. Il y a un attroupement de personnes. Les zones d'arrivée sont mal filtrées, je pense. Et ça peut être extrêmement dangereux si vous avez des coureurs qui arrivent un peu vite. Il faut vraiment qu'ils fassent attention, les coureurs, parce qu'il y a beaucoup de monde dans ces zones d'arrivée. Puis ça peut être dangereux également pour les coureurs. Imaginons, vous avez un mec qui est complètement fou, et qui fait une attaque au couteau à l'arrivée. Là, il n'y a pas de possibilité de s'extraire rapidement, vu comment c'est blindé. Donc, ça serait bien aussi qu'en termes de sécurité, on fasse attention à ce genre
de choses. On poursuit avec un autre bonnet d'âne. Aujourd'hui, du côté des bonnets d'âne, on poursuit. Il y en a quelques-uns avec là aussi un victime de chute et c'est bien dommageable. Alors il est reparti, hein, il semblerait, il a franchi au moins la ligne d'arrivée. Mais oui, Yuri Letao tombé à haute vitesse dans le virage. C'est dommage du côté de Yuri Letao parce qu'il était vraiment sur une très très belle dynamique, notamment avec les championnats d'Europe du côté du cyclisme sur piste, également sa victoire il y a déjà 2 semaines, je pense, sa victoire, c'était oui, il y a quasiment 2 semaines, du côté du Trofeo Palma, quand même un top 10 sur la Classica d'Almeria alors qu'il était revenu des championnats d'Europe un petit peu en catastrophe. Donc là, c'est vrai que du côté de la Cara Rural, on aurait bien voulu célébrer avec un top 5 la participation à Paris-Nice de l'équipe espagnole, qui est un petit peu quand même la surprise du chef. On ne s'attendait pas à ce que cette équipe soit invitée à Paris-Nice. C'est vrai qu'on aurait presque plus attendu la Unibet que la Cara Rural, mais c'est peut-être pour faire avaler une couleuvre pour le Tour d'Espagne, on verra. Mais cette formation, eh bien, qu'aurait bien voulu fêter ça avec un résultat de Yuri Letao, tombé quand même à haute vitesse hein, à la sortie du virage, à la sortie de la courbe, il y a une courbe sur la droite, et c'est vraiment en toute fin de sortie où c'est tombé à assez haute vitesse à ce moment-là déjà, parce qu'on était, je dirais, à 500 mètres de l'arrivée, 500-600 mètres de l'arrivée au moment de cette chute. Et Letao qui est quand même tombé à forte vitesse, écorché notamment au niveau du genou. Alors il faut toujours faire attention parce que des fois un choc important au niveau du genou peut avoir des conséquences plus tard. Donc je ne le souhaite pas pour Yuri Letao qui est en ce moment en bonne condition physique et qui pourrait trouver un contrat dans une plus grosse formation après 2025. Et donc le Portugais là qui est tombé en plus à domicile, c'est toujours dommageable pour lui. Donc voilà, déception pour Yuri Letao aujourd'hui et ça sera peut-être compliqué pour lui demain avec cette chute. Je passe à Arnaud Delis. Là aussi, bonnet d'âne aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup de bonnets d'âne. Arnaud Delis, j'ai trouvé son sprint assez insignifiant du côté du coureur de la Lotto. Alors même s'il finit 3e aujourd'hui, j'ai pas trouvé qu'il avait la bonne condition physique hein, quand il déclenche son sprint. Il se passe pas grand chose hein, du côté d'Arnaud Delis. Il n'y a pas de puissance véritablement importante qui sort. C'était déjà le cas à la Classica des Almeria. Il y a quelques jours, j'avais déjà eu ce sentiment-là d'un coureur qui n'était pas très performant tout de suite. Alors c'est vrai qu'il s'est retrouvé à avoir un petit manque d'équipier dans le final. Hein. Il n'y avait que Belens et il n'y avait pas Dresners. Dresners avait lâché avant et ce qui fait qu'il s'est retrouvé bien seul avec seulement Cédric Belens. Ça manquait un petit peu de monde pour lui, pour l'aider et forcément il a mangé un petit peu de vent, mais je trouve que son sprint est comme à Almeria où là il n'avait pas mangé de vent. C'est un peu faiblard quoi, il y a pas grand chose qui se déclenche. Donc déception pour moi du côté d'Arnaud Delis. Là, voilà, j'ai trouvé que ça manquait de puissance. Et je voulais également signaler quelque chose avec Arnaud Delis. Dainese, geste vraiment dangereux. Arnaud Delis, c'est dangereux aussi ce qu'il a fait. Et ça mériterait un carton jaune du côté d'Arnaud Delis me semble-t-il parce que quand il lance son sprint il s'est vraiment décalé violemment sur la gauche je pense pour contourner un coureur sauf qu'il y avait Milan Menton et qu'il est à 2 doigts de rentrer dans Milan Menton et c'est vrai que ces changements de cap comme ça très violents qui peuvent gêner d'autres coureurs et Milan Menton on est quand même à la limite de la gêne du côté du coureur de la Cofidis parce qu'il a vraiment été surpris par la direction qu'on prenait Arnaud Delis. On aurait pu mettre un carton jaune. Alors je ne sais pas si ça sera le cas mais pour l'instant je n'ai pas d'informations comme quoi Arnaud Delis a pris un carton jaune sur cette action parce que je trouve que c'était vraiment limite. Hein, ce changement de direction sur la gauche très violent. D'un coup il fait hop hop. Enfin il part tout de suite d'un coup sur la gauche. Je trouve que c'était très dangereux et c'est pas la première fois qu'il fait ça Arnaud Delis. Hein. Aussi d'avoir des changements de cap comme ça très violents. C'est le genre de truc que j'apprécie pas et ouais, moi j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit carton jaune sur cette action-là parce que pour moi, si Milan Menton est un petit peu plus proche d'Arnaud Delis, alors certains diront peut-être qu'Arnaud Delis n'aurait pas eu le même comportement, mais s'il avait eu le même comportement, on aurait pu avoir aussi une catastrophe.
On poursuit avec un dernier coureur belge pour finir. J'aurais pu mettre Mads Michels, mais bon, j'ai décidé de ne pas le mettre parce que sinon ça faisait beaucoup de bonnet d'âne aujourd'hui. J'ai mis Wout van Aert. Là aussi, un sprint inefficace aujourd'hui de Wout van Aert. C'est-à-dire que contrairement à l'an dernier où il avait été performant, là quand vous regardez son sprint, alors il n'est même pas véritablement gêné, mais il est déjà très mal placé dans le dernier kilomètre. C'est vrai qu'il n'est pas bien positionné, Wout van Aert, il est un peu derrière. C'est pas forcément le coureur qui est le meilleur dans les sprints où il est enfermé. Et je trouve que là, il est un petit peu enfermé. Mais d'hélicoptère, là, je n'ai que la vue d'hélicoptère pour vous indiquer ça. C'est un peu comme Arnaud Delis quand il déclenche son sprint. Et là, vraiment, voilà, il n'y a rien qui se passe, quoi. Et tu as l'impression qu'il le comprend, qu'il n'y a rien qui se passe. Alors, autant Delis, il a dit qu'il n'avait pas encore totalement la bonne patte en interview, parce que j'ai écouté son interview d'arrivée encore. Parce que je me suis dit, est-ce qu'on allait lui poser une question sur la sécurité? Ça n'a pas été le cas. Mais du côté de Wout van Aert, ouais, là le sprint est vraiment pas incroyable du tout, donc déception du côté de Wout van Aert qui a quand même une particularité, ça fait déjà 4 jours de course pour Wout van Aert, 0 points UCI marqué pour Van Aert, c'est pas anodin. Ça veut dire que Chris Froome a autant de points que lui, mais bon, on peut pas dire que Chris Froome ça soit désormais une référence. Voilà, pour le moment Wout van Aert c'est compliqué, comme la Visma Leasebike, vous savez, comme le disait très bien Steve Chenel pendant l'étape. On ne s'attendait pas à ce que Vingegaard, avec le collectif qu'il a autour de lui, parce que c'est pas loin d'un collectif qu'il a eu sur certains Tours de France quand même. Là, l'équipe qui entoure Vingegaard sur ce Tour de l'Algarve, c'est un collectif qu'on aurait pu dire « Ah bah tiens, il est sur le Tour de France, oui ». Il y a quelques années, c'était l'équipe qu'il avait sur le Tour de France, Vingegaard, quand il gagnait le Tour de France. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils prennent l'eau aussi facilement. Du côté de la Visma, la Van Aert qui confirme qu'il n'est pas au top de sa forme, très clairement. Peut-être encore une fois décalage de pic de forme un petit peu plus tard dans l'année. Après, c'est peut-être aussi le fait qu'il ait fait pas mal de cyclocross cette saison, et notamment qu'il ait prolongé sa saison de cyclocross. Est-ce que ça n'a pas été une erreur au final du côté de Wout van Aert par rapport à cette saison sur route? Pour le moment, sur ce début d'année, c'est pas exceptionnel. Alors on va le voir regarder demain encore Van Aert, mais ça serait bien d'obtenir un petit peu des résultats du côté du coureur belge. Allez, on regarde tout de suite les différents classements de cette journée. Le classement de cette étape avec donc Jordi Meeus qui s'impose devant Binyam Girmay, Arnaud Delis et Casper Van Duden. Milan Fretin prend la 5e place, ça va faire 3 points UCI. Vous voyez donc qu'Alberto Dainese a bien été déclassé suite à son mouvement sur le coureur de la UAE, Rui Oliveira. Du côté du classement général, pas de changement majeur à part l'abandon d'un Romain Bardet qui permet à Morgado de monter à la 4e place. Vingegaard est 5e. Roglic gagne 2 positions. Charman en perd une dans l'affaire. Qui a perdu autant de places dans ce classement? Non, j'ai pas vu de grosses pertes. Non, Dominguez, voilà, non, il n'y a pas de différence, parce que là, je vois un coureur, Romain Grégoire a 2 places en plus. Ah oui, ça doit être, oui, c'est les bonifications, oui, c'est à la place, oui, pardon, parce qu'ils étaient à égalité de temps. Parce que oui, il n'y a que Romain Bardet, il y a un coureur qui a fini hors délai aussi, un coureur de la Tavira. C'est vrai que la Tavira a roulé toute la journée. J'en ai pas parlé dans la vidéo, mais la Tavira a roulé toute la journée. Je pense que c'était pour faire plaisir aux sponsors, mais alors à la fin, ça n'a pas servi à grand chose du côté de la victoire. Du côté du maillot vert, Jordi Meeus en tête devant Girmay et Arnaud Delis. Le classement de la montagne est lui dominé par Tivani qui passe en tête devant Jan Christen et Brent Van Moer. J'espère qu'il le gardera à la fin, ce maillot de la montagne, parce qu'encore une fois, sur la première étape, pour moi, il aurait dû garder ses points. Du côté du maillot blanc, Jan Christen en tête devant Morgado, Romain Grégoire, Max Poul et Brieux Roland qui est 5e. Et puis du côté du classement par équipe, la UAE en tête devant la Lidl, Alpecin, Tudor, Cofidis. Pas de changement. L'étape de demain, étape numéro 4 de cette course. On partira de Albufeira pour aller à Faro
Plutôt une étape, encore une fois, destinée aux sprinters, même si on aura une côte, mais seulement 700 mètres. À 4,9%. Ça ne sera pas suffisamment dur. Il faudra faire attention au vent hein, du côté de Faro. En début de journée, on aura le Malao. Ça sera en tout début de journée. Hein, c'est toujours aussi compliqué. Et puis ensuite, cette montée Picota, Santa Barbara. Mais il n'y aura pas de suffisamment de côte dure sur la fin. Comme vous pouvez le voir, entre Santa Barbara et Bordera pour vraiment faire de grosses différences. 175 km demain. Du côté des horaires, ça doit être encore comme aujourd'hui, c'est-à-dire que ça doit arriver Tour de l'Algarve, 17h40, voilà. Il y aura le Tour d'Andalousie vers 15h10, le Tour des Alpes-Maritimes vers 16h20 et donc l'UAE Tour à 13h30. Voilà du côté des horaires des courses de demain. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!